Hiver 2008. Un rideau de flocons épais enveloppe le Jura, transformant le hameau reculé des Roches Blanches en une toile monochrome, figée dans un silence presque irréel. Seul le crissement strident des pneus sur la route de gravier gelé ose troubler cette quiétude oppressante. Clara Dubois, infirmière de la protection maternelle et infantile, une femme de 32 ans aux idéaux chevillés au corps, agrippe fermement le volant de sa voiture de service. L'air glacial, piquant, charrie l'odeur âcre du fumier et la douce fumée de bois brûlé, un parfum emblématique de ces fermes isolées du plateau jurassien. Elle arrive enfin devant une bâtisse ancienne, ses murs de pierre noircis par les siècles, ses fenêtres sombres, semblant des yeux vides scrutant le néant. Ce lieu respire un isolement profond, une histoire figée. Clara coupe le moteur. Le silence reprend ses droits, plus lourd encore, engloutissant le moindre son. Elle descend, le froid saisissant sa peau exposée. Elle avance vers la porte en bois massif, dont le poids semble porter le secret de générations, et frappe. Le son résonne, lourd, puis est absorbé par elle, épaisseur des murs. Une attente interminable s'installe, chaque seconde est tirée par la tension palpable de l'endroit. Finalement la porte s'entrouvre à peine. Une femme âgée se tient là, son visage fermé, buriné par la rudesse de la vie et les épreuves. Ses traits sont marqués, ses yeux profonds et méfiants. Sans un mot, Clara s'annonce, sa voix douce mais ferme contrastant avec la rigidité ambiante. D'un geste las, presque imperceptible, la femme l'invite à entrer, révélant une pénombre épaisse. C'est alors, dans le clair-obscur de l'entrée où l'ombre danse avec la lumière faiblissante d'une ampoule lointaine, que le regard de Clara s'accroche à une silhouette recroquevillée. Un enfant, peut-être 6 ans, dissimulé dans la pénombre, dont le corps semble replié sur lui-même. Sa tête est anormalement grande, et les traits de son visage, étrangement déformés, défient toute normalité. Ses yeux, troubles et fixes, ne rencontrent pas ceux de Clara, ils semblent scruter un horizon invisible, un monde au-delà de la perception commune. Un filet de bave échappe lentement de sa bouche entr'ouverte, un détail glaçant qui brise la dernière illusion. Le choc est fulgurant, une onde de froid bien plus intense que celle de l'hiver, saisit Clara jusqu'aux os. Ce n'est pas seulement un enfant malade qu'elle voit, c'est le reflet d'un secret terrifiant, enraciné profondément. Clara, bouleversée par la vision de cet enfant, ne pouvait ignorer l'évidence. Son devoir professionnel et moral la poussait à agir. Le choc initial dissipé, elle fit ce que toute infirmière de PMI se doit de faire face à une telle situation, un signalement au procureur de la République. Cette démarche, encadrée par le Code civil français, notamment l'article 375, est la première étape cruciale pour la protection de l'enfance en danger. Elle informa sa hiérarchie et l'aide sociale à l'enfance, ASE, de la situation, décrivant avec précision l'état de l'enfant. Mais les services se heurtèrent presque immédiatement à une résistance farouche de la famille Roche, qui refusait toute intrusion, protégeant son intimité avec une obstination déconcertante. Obtenir des preuves médicales s'annonçait déjà comme un défi majeur. Le processus de protection de l'enfance en France est rigoureux, mais souvent lent et complexe. Un signalement, aussi alarmant soit-il, ne se traduit pas instantanément par une intervention musclée. Il déclenche une série d'évaluations et de vérifications, toujours dans le respect des droits des familles. La PMI et l'ASE, bien que dépositaires de l'autorité de État pour la protection des mineurs, doivent naviguer dans un équilibre délicat entre le principe fondamental de l'intérêt supérieur de l'enfant et la nécessité de ne pas violer arbitrairement la vie privée. Dans le cas des Roches Blanches, l'isolement du hameau et la cohésion de la communauté rendaient cette mission d'autant plus périlleuse. Sans coopération, la collecte d'informations et l'accès aux enfants restaient extrêmement limités, entravant les premières démarches. C'est à ce stade que le capitaine Marc Lambert, gendarme de la brigade locale, fut appelé à intervenir. Habitué à la discrétion et à la méfiance des habitants du Jura envers l'administration, il aborda l'affaire avec un certain scepticisme. Ses tentatives d'interroger les Roches et leurs voisins se heurtèrent à un mur de silence. Les portes restaient closes, les visages impassibles. Des rumeurs étranges commencèrent à circuler dans le hameau, parlant de malédiction familiale ou de châtiment divin. Des récits anciens brandis comme des boucliers, pour décourager toute ingérence extérieure. Pour ses habitants, l'arrivée des services sociaux et de la gendarmerie était perçue non comme une aide, mais comme une agression, une menace directe à leur mode de vie séculaire, scellée par une omerta tacite. Cette résistance n'était pas le fruit du hasard, mais écho d'une histoire profonde, ancrée dans la ruralité française. Les régions montagneuses, comme le Jura, ont longtemps été des bastions d'autonomie,
où les communautés vivaient en quasi-autarcie, forgeant leurs propres règles et traditions. L'endogamie, bien que non universelle, fut souvent une pratique pour préserver le patrimoine foncier et maintenir la lignée familiale, renforçant les liens du clan face à un monde extérieur perçu comme hostile. Aux Roches Blanches, cette méfiance envers les étrangers et État était exacerbée par des générations de secrets jalousement gardés. La notion d'honneur familial et la peur du jugement extérieur rendaient impensable toute collaboration, transformant chaque tentative d'aide en une bataille culturelle et sociale. La résistance de la communauté ne pouvait éternellement faire barrage au processus judiciaire. Face aux refus répétés de la famille Roche, le procureur de la République, fort du rapport détaillé de Clara et des premières constatations, obtint un mandat de justice. Ce document, essentiel à la protection des mineurs, permit enfin l'accès aux enfants. Sous la supervision du capitaine Lambert et de Clara, une équipe de professionnels de santé, dont la généticienne de renom, Dr. Sophie Martin, venue de Besançon, put procéder aux premiers examens. L'ambiance durant ces interventions était lourde, chargée de méfiance et d'hostilité voilée. Les enfants, intimidés, restaient mutiques, leurs yeux reflétant une peur ancrée. Un processus délicat, lent, où chaque geste se heurtait à une réticence. Mais elle, équipe médicale, était résolue. Les premières observations furent troublantes, confirmant les craintes initiales de Clara. Les premiers résultats des examens, méticuleusement documentés par le docteur Martin, furent sans appel. Plusieurs enfants présentaient des syndromes génétiques rares, des malformations crânio-faciales atypiques, des retards de développement psychomoteur et des déficiences intellectuelles variées. La docteure expliqua avec une précision scientifique que ces anomalies, bien que diverses, partageaient une forte compatibilité avec une consanguinité élevée. Ces affections, souvent récessives, ne se manifestent que lorsque l'enfant hérite de 2 copies défectueuses d'un gène, une de chaque parent. Dans des unions entre proches, la probabilité d'hériter de ces gènes délétères est drastiquement augmentée. Était une première piste glaçante, pointant vers un secret de famille bien plus profond. Des analyses génétiques approfondies furent immédiatement lancées pour confirmer ces hypothèses. Pendant que la science traçait son chemin, une autre fissure se formait dans le mur du silence familial. Jean-Luc Roche, le père de l'enfant que Clara avait découvert, était visiblement tourmenté. La dégradation irréversible de la santé de son fils, dont les symptômes s'aggravaient, érodait sa loyauté envers la matriarche Élise et les traditions. Clara, toujours présente, même après les interventions musclées, avait su maintenir un contact discret, une écoute patiente, loin de l'uniforme. Sa persévérance, son empathie sincère, portaient leurs fruits. Jean-Luc, un homme taiseux dont les propres traits portaient les marques de son héritage génétique, léger strabisme, démarche hésitante, sentait le poids de la culpabilité. Il était le maillon faible, celui qui, déchiré entre la peur du déshonneur et l'amour paternel, allait briser l'omerta. Dans la pénombre d'une grange désaffectée, loin des oreilles indiscrètes, Jean-Luc commença à murmurer des fragments de vérité, son regard fuyant, sa voix à peine audible. Il parla de la tradition, une pratique ancestrale transmise de génération en génération. Il évoqua des mariages arrangés, non par amour mais par nécessité, pour garder la terre et le sang pur à l'intérieur du clan. Il décrivit un système endogame strict, où les unions entre cousins, parfois plus proches encore, étaient la norme. Cette pratique, expliqua-t-il, était perçue comme la seule façon de préserver le patrimoine foncier familial, de maintenir l'identité du hameau face à un monde extérieur menaçant. Était une survie dictée par l'isolement et une méfiance profonde. Ces révélations offraient une explication terrifiante et ouvraient une voie inattendue pour l'enquête. Fort de ces confidences, les gendarmes, sous l'impulsion du capitaine Lambert, élargirent leur enquête. Ils se plongèrent dans les archives départementales, les registres paroissiaux et des états civils, remontant sur plusieurs siècles. La tâche fut colossale, mais les efforts portèrent leurs fruits. Des documents anciens, parfois dissimulés, révélèrent une chaîne ininterrompue de mariages consanguins. Des unions entre cousins germains étaient légion, mais aussi des mariages entre oncles et nièces, et des liens de parenté encore plus étroits. L'ampleur de l'endogamie était sidérante, un arbre généalogique entortillé sur lui-même, créant des ramifications pathologiques. Les Roches Blanches n'étaient pas un cas isolé de négligence, mais le théâtre d'un héritage génétique dévastateur, fruit d'une tradition séculaire devenue une malédiction. Le signalement de Clara, aussi alarmant fut-il, ne déclencha pas une intervention immédiate. Bien que l'état de l'enfant fût préoccupant,
Le processus de protection de l'enfance en France est encadré par des procédures strictes et souvent lentes, un équilibre délicat entre l'urgence de la situation et le respect des droits des familles. Le procureur de la République, saisi par l'infirmière et l'aide sociale à l'enfance, devait naviguer avec prudence. L'isolement géographique des Roches Blanches et la cohésion quasi-tribale de ses habitants rendaient chaque démarche administrative particulièrement ardue. L'obtention de preuves médicales irréfutables s'annonçait comme un défi majeur, la communauté opposant un mur de silence que même les autorités peinaient à franchir. C'est à ce stade que le capitaine Marc Lambert, gendarme de la brigade locale, fut appelé à intervenir. Habitué à la discrétion et à la méfiance des habitants du Jura envers l'administration, il aborda l'affaire avec un certain scepticisme. Ses tentatives d'interroger les Roches et leurs voisins se heurtèrent à un mur de silence inébranlable. Les portes restaient closes, les visages impassibles, imprégnés d'une défiance séculaire envers toute forme d'autorité extérieure. Des rumeurs étranges commencèrent à circuler dans le hameau, parlant de « malédiction familiale » ou de « châtiment divin », des récits anciens brandis comme des boucliers, pour décourager toute ingérence. Pour ses habitants, l'arrivée des services sociaux et de la gendarmerie était perçue non comme une aide, mais comme une agression, une menace directe à leur mode de vie. Cette résistance haine n'était pas le fruit du hasard mais elle, écho d'une histoire profonde, ancrée dans la ruralité française. Les régions montagneuses, comme le Jura, ont longtemps été des bastions d'autonomie, où les communautés vivaient en quasi-autarcie, forgeant leurs propres règles et traditions. L'endogamie, bien que non universelle, fut souvent une pratique pour préserver le patrimoine foncier et maintenir la lignée familiale, renforçant les liens du clan face à un monde extérieur perçu comme hostile. Aux Roches Blanches, cette méfiance envers les étrangers et État était exacerbée par des générations de secrets jalousement gardés. La notion d'honneur familial et la peur du jugement extérieur rendaient impensable toute collaboration, transformant chaque tentative d'aide en une bataille culturelle et sociale. Les archives départementales, sous la loupe des enquêteurs, révélèrent une histoire matrimoniale d'une complexité déconcertante. Des généalogistes, consultés discrètement, confirmèrent l'ampleur sidérante de l'endogamie aux Roches Blanches. Les registres paroissiaux, méticuleusement dépouillés, et les actes d'état civil, parfois lacunaires mais éclairants, montraient des unions entre cousins germains, oncles et nièces, et des liens de parenté encore plus étroits, remontant sur des siècles. Ce N n'était pas l'exception, mais la règle, une toile généalogique inextricablement tissée sur elle-même. Cette découverte transforma l'affaire d'une simple suspicion de maltraitance en une tragédie historique, un héritage lourd pesant sur chaque enfant du hameau, bien au-delà de la compréhension initiale de Clara. Le passé s'invitait brutalement dans le présent. Le docteur Sophie Martin, forte des résultats des analyses génétiques approfondies, put désormais croiser la généalogie avec la science. Ses conclusions furent implacables. Les anomalies génétiques observées chez les enfants N n'étaient pas le fruit du hasard, mais la conséquence directe de cette endogamie séculaire. Elle expliqua que la probabilité d'expression de gènes récessifs délétères, ceux qui causent des maladies rares et des malformations, est exponentiellement augmentée lorsque les parents partagent un ancêtre commun. Les Roches Blanches étaient devenues un cas dolent, étude vivant de la dérive génétique, où chaque génération avait, involontairement, amplifié le risque pour la suivante. La science venait de poser un diagnostic irréfutable sur des siècles de tradition, transformant un secret familial en une vérité scientifique universelle et bouleversante. Ces révélations, bien que gardées confidentielles dans un premier temps, commencèrent à filtrer, semant une discorde sourde au sein du hameau. Certains habitants, déjà ébranlés par les interventions des gendarmes et des médecins, commençaient à douter des justifications ancestrales. Le silence monolithique des aînés, jadis perçu comme une force, apparaissait désormais comme un aveu de culpabilité, un poids insoutenable pour les jeunes générations. La pression s'intensifiait sur Élise Roche, la matriarche, dont l'autorité inébranlable était remise en question par les faits. L'enquête N était plus seulement une affaire de justice, elle devenait une fracture sociale profonde, menaçant de déchirer le tissu même de cette communauté isolée, confrontée à la dure réalité de son histoire. L'affaire des Roches Blanches commençait à attirer l'attention bien au-delà du Jura. Bien que les détails restaient sous embargo judiciaire, des échos parvenaient aux oreilles de la presse régionale, alertés par l'ampleur des moyens déployés et la nature exceptionnelle des investigations. Le procureur de la République, conscient de l'extrême sensibilité du dossier, préparait la suite avec la plus grande prudence.
Il s'agissait de naviguer entre le respect des traditions, aussi controversées soient-elles, et l'impératif catégorique de la loi française, la protection de l'enfance et la dignité humaine. Comment juger des pratiques ancestrales sans déraciner une communauté entière? La question était complexe, posant des défis juridiques et éthiques inédits, même pour des magistrats expérimentés. Dans ce contexte de tensions croissantes, la confrontation avec Élise Roche devenait inévitable. Les preuves accumulées, qu'elles soient génétiques, généalogiques ou issues des témoignages fragmentés de Jean-Luc, formaient un dossier accablant. Clara, le capitaine Lambert et le docteur. Martin préparait méticuleusement cette étape cruciale. Jean-Luc, quant à lui, était de plus en plus déchiré. La loyauté envers sa mère et son lignage s'opposait violemment à l'amour pour ses enfants, et à la culpabilité rongeante. Il savait qu'il détenait la clé, que son témoignage, aussi douloureux soit-il, serait déterminant pour briser définitivement le mur du silence, et forcer les anciens à faire face aux conséquences de leur choix. Le poids de l'histoire reposait désormais sur ses épaules vacillantes. Fort des premières confidences de Jean-Luc, les gendarmes, sous la direction opiniâtre du capitaine Lambert, avaient étendu leur champ d'investigation bien au-delà des Roches Blanches. Leur quête les mena aux archives départementales du Jura, des lieux où l'histoire se fige dans le papier jauni et l'encre délavée. Ils épluchèrent des registres paroissiaux datant de plusieurs siècles, des documents états civils parfois lacunaires, mais ô combien révélateurs. Ce fut un travail de bénédictin, une plongée méthodique dans le passé obscur du hameau, où chaque nom, chaque date de mariage, chaque filiation, était une pièce du puzzle. L'objectif était clair, vérifier l'ampleur et la persistance de cette tradition, dont Jean-Luc avait parlé, et comprendre comment elle avait pu façonner la destinée de cette communauté reculée. L'odeur de vieux papier et de poussière emplissait les narines des enquêteurs, témoins silencieux d'un temps révolu mais dont l'écho résonnait encore avec force. Ce que les archives révélèrent dépassa toutes les craintes initiales. Au fil des semaines, une image terrifiante émergea des liasses poussiéreuses. Une chaîne ininterrompue de mariages consanguins, courant sur des générations entières. Les unions entre cousins germains étaient monnaie courante, mais les enquêteurs découvrirent aussi, avec une stupeur grandissante, des mariages entre oncles et nièces, et d'autres liens de parenté encore plus étroits, défiant les normes sociales et légales. L'arbre généalogique des Roches Blanches n'était pas un arbre ramifié, mais une liane entortillée sur elle-même, ses racines plongées dans un terreau génétique vicié. Cette endogamie, loin d'être un incident isolé, était une pratique séculaire, un mode de vie forgé par l'isolement et la farouche volonté de conserver la terre et l'identité du clan. L'ampleur de cette découverte historique était sidérante. Elle transformait l'affaire d'une simple suspicion de maltraitance en une tragédie généalogique, un héritage lourd pesant sur chaque enfant né aux Roches Blanches. Les malédictions dont parlaient les anciens prenaient désormais un sens scientifique glaçant. Les anomalies observées par le docteur Martin chez les enfants n'étaient pas le fruit du hasard, mais la conséquence directe de cette endogamie séculaire. La science et l'histoire se rejoignaient pour peindre un tableau dévastateur. Cette révélation, tenue secrète par le procureur pour les besoins de l'enquête, allait bientôt ébranler les fondations du hameau et du système judiciaire, confronté à une situation sans précédent, où le passé dictait le présent de manière aussi cruelle qu'irréversible. L'affaire des Roches Blanches, malgré les efforts des autorités pour en préserver la confidentialité, commençait à fissurer le mur du silence médiatique. Des rumeurs persistantes, nourries par l'ampleur inédite des moyens déployés dans ce hameau reculé du Jura, avaient finalement alerté la presse régionale. Des articles prudents, d'abord discrets, apparurent dans des quotidiens locaux comme Astérisque l'Est républicain, évoquant une enquête sensible autour d'une situation sanitaire préoccupante, sans en révéler les détails les plus choquants. Ces fuites, bien que limitées, suffisaient à créer un frémissement d'intérêt et une curiosité malsaine. Le procureur de la République, conscient de l'extrême délicatesse du dossier, tentait de contenir l'information, craignant qu'une exposition prématurée ne nuise à la sérénité de l'enquête et ne stigmatise davantage la communauté déjà fragilisée. Mais le secret, comme la neige fondante, ne pouvait éternellement résister à la pression. Lorsque les premières révélations, encore voilées, commencèrent à se propager au-delà du Jura, l'onde de choc fut palpable. L'idée qu'une telle situation puisse exister en plein XXIe siècle, au cœur de la France, suscitait une indignation mêlée d'incrédulité. Les débats s'enflammaient dans les cafés, sur les marchés, puis bientôt sur les ondes des radios locales. Comment l'État avait-il pu laisser perdurer de telles pratiques? Où était passée la protection de l'enfance? L'opinion publique,
avide de comprendre, oscillait entre la compassion pour les victimes et le jugement sévère envers une communauté perçue comme archaïque. Ce N était plus seulement une affaire judiciaire, mais un véritable cas de conscience nationale, interpellant les notions de tradition, de liberté individuelle et de devoir d'ingérence de la République face à des pratiques jugées contraires aux droits humains fondamentaux. L'attention publique croissante impactait directement l'enquête. Le capitaine Lambert et ses équipes sentaient le poids des attentes, chaque pas étant scruté, chaque décision potentiellement controversée. Le procureur, malgré la nécessité de transparence, devait manœuvrer avec prudence face à la complexité du dossier. Aux Roches-Blanches, l'arrivée des journalistes, bien que souvent tenus à distance, exacerbait la méfiance des habitants. La communauté, déjà isolée, se sentait assiégée, ses secrets exposés à la curiosité du monde extérieur. Si certains s'enfermaient davantage dans le silence, d'autres, notamment les plus jeunes, commençaient à ressentir une honte nouvelle, remettant en question les traditions que la matriarche Élise défendait, avec une ferveur désespérée. La fracture sociale s'approfondissait, menaçant de déchirer le tissu du hameau. Face à la médiatisation, le procureur se retrouvait devant un dilemme inédit. Comment appliquer les lois modernes à des pratiques ancestrales, perçues par la communauté comme unique survie? L'affaire posait des défis juridiques et éthiques colossaux. Il ne s'agissait pas seulement de statuer sur négligence ou maltraitance, mais de juger un mode de vie, une histoire. La justice française, attachée aux droits individuels et à la protection des vulnérables, devait trouver un équilibre délicat. Ne pas déraciner brutalement une communauté, tout en garantissant dignité et santé aux enfants. Le débat national s'intensifiait, questionnant la capacité de l'État à intervenir dans les replis secrets de son territoire, où traditions séculaires et impératifs humanistes se heurtaient. L'hiver 2009 à 2010 marqua l'apogée de l'enquête, le moment de vérité, où la science rencontra l'histoire. Devant une assemblée restreinte mais tendue de magistrats, gendarmes et travailleurs sociaux, le docteur Sophie Martin présenta ses conclusions définitives. Chaque diapositive, chaque graphique, chaque explication de la généticienne de Besançon était un coup de marteau sur le mur du silence. Les preuves génétiques étaient irréfutables. Une chaîne ininterrompue de consanguinité sur plusieurs générations avait provoqué des conséquences dévastatrices et irréversibles pour la santé des enfants des Roches-Blanches. Les syndromes rares, les malformations crânio-faciales, les retards de développement, tous ces symptômes s'alignaient parfaitement avec l'arbre généalogique entortillé, transformant les malédictions ancestrales en un diagnostic scientifique glaçant. La salle était plongée dans un silence respectueux, lourd du poids des faits, où chaque mot de la docteure résonnait comme une sentence inéluctable. Au même instant, dans une autre pièce, le mur du silence familial se brisait définitivement. Jean-Luc Roche, le père tourmenté, le maillon faible tant espéré, avait trouvé la force de témoigner. Brisé par la culpabilité, dévoré par l'amour inconditionnel pour ses enfants condamnés, il décida de faire face à sa propre mère, Élise, et à l'héritage pesant du clan. Sa voix, d'abord hésitante, se fit plus ferme à mesure qu'il décrivait la pression sociale implacable, l'isolement forcé, et la peur viscérale de tels étrangers, qui avaient maintenu cette pratique ancestrale, ce carcan endogame, génération après génération. Il expliqua la tradition, la nécessité de garder la terre et le sang pur à l'intérieur du hameau, une survie dictée par la méfiance et la pénurie, transformée en malédiction par l'ignorance. Son témoignage, d'une rare intensité, ouvrait une brèche douloureuse mais salvatrice. Le face-à-face tant attendu eut lieu, déchirant. Élise Roche, la matriarche au visage buriné, fut confrontée aux preuves scientifiques et aux paroles de son propre fils. Clara et le capitaine Lambert observaient, témoins silencieux d'un drame familial séculaire. D'abord butée, Élise défendit son monde, ses traditions, avec une ferveur désespérée, arguant que était le seul moyen de survie, et que cette modernité cherchait à détruire leur identité. Mais face aux larmes silencieuses de Jean-Luc, et à la vision des visages innocents meurtris par son héritage, une infime fissure apparut dans son armure. Une pointe de regret, fugace, traversa ses yeux autrefois si durs. Ce N était plus une affaire de tradition contre la loi, mais une tragédie humaine profonde, où chaque membre de la famille Roche était, à des degrés divers, à la fois victime et acteur de son propre destin. L'affaire des Roches-Blanches, au-delà de son dénouement judiciaire, a marqué un tournant brutal dans la conscience collective française. Ce N était plus une histoire lointaine, confinée aux pages des faits divers régionaux, mais une déchirure palpable au cœur de la France profonde.
Elle a forcé le pays à interroger son propre rapport à l'isolement rural, aux traditions parfois archaïques, et au devoir de l'État envers des communautés repliées sur elles-mêmes. Le choc fut d'autant plus grand que les faits révélaient la survivance, au XXIe siècle, de pratiques que l'on croyait révolues, confrontant la République à l'OLEL, étendue de ses propres zones d'ombre. Les débats ont fusé, entre la défense d'une identité culturelle, et l'impératif catégorique des droits humains, notamment la protection inconditionnelle de l'enfance. Cette tragédie a mis en lumière la fragilité d'un équilibre délicat, poussant à une réflexion nationale sur les limites de l'autonomie communautaire, face aux principes universels de dignité et de santé. Si aucune loi spécifique n'a été promulguée sous le nom des Roches Blanches, cette affaire a incontestablement renforcé la vigilance des services de l'État. Elle a conduit à un examen approfondi des procédures de signalement et d'intervention en milieu rural isolé, soulignant la nécessité d'une approche plus proactive et d'une meilleure coordination entre les différentes administrations, justice, santé, sociale et gendarmerie. Des programmes de sensibilisation et de formation ont été intensifiés pour les professionnels de la petite enfance et du secteur médico-social, les encourageant à briser le silence face à des situations suspectes, même dans les communautés les plus réticentes. Le hameau, transformé en symbole d'un passé douloureux, est devenu un mémorial silencieux, un rappel constant que l'isolement ne peut jamais justifier la compromission des droits fondamentaux. Il a ancré dans la mémoire collective l'idée que la protection de l'enfance est un devoir inaliénable de la société tout entière. Cette histoire nous confronte à des vérités difficiles, à la complexité des traditions et au courage de ceux qui osent briser le silence. Si cette enquête vous a interpellé, si elle a soulevé en vous des questions profondes sur notre société, montrez votre soutien, aimez cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne, et partagez vos réflexions en commentaire. Votre engagement est essentiel, pour que de telles tragédies ne tombent jamais dans l'oubli, et que la vigilance reste notre meilleure arme. Et pour plonger plus loin dans les zones d'ombre de l'histoire française, découvrez notre prochaine enquête, tout aussi captivante.